Alors, nous vivons une période tout à fait particulière de l'histoire de l'humanité. Alors, à chaque fois que je dis ça, je me dis, j'emploie des grands mots, ils doivent se demander ce que je veux dire par là. Et pourtant c'est la réalité. Ce qui se passe depuis un siècle est extraordinaire. C'est-à-dire que pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, pour la première fois de toute l'histoire de la Terre, des êtres vivant sur la Terre ont commencé à la quitter. Commencer à partir dans la troisième dimension, commencer à partir vers l'espace. Alors quand je dis des êtres vivant sur la Terre, c'est aussi des robots qui ont été envoyés ou des sondes spatiales. Et ça a complètement changé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça a complètement changé la vision qu'on peut avoir de notre planète et l'attitude qu'on peut avoir par rapport à ce qu'est l'être humain, par rapport à l'espace, par rapport à l'univers. Alors, on a toujours beaucoup de mal à se représenter les échelles de temps, les échelles d'espace qui nous dépassent de loin. Alors, pour rendre ça un petit peu plus concret, j'ai un petit geste. J'ai un petit geste qui permet de se rendre compte depuis combien de temps on est là, par rapport à la Terre, par rapport à l'univers. Et ce petit geste, ça consiste à étendre les deux bras comme ça. Et vous dites, le bout de mon index gauche, ici, c'est la naissance de la Terre. Et le bout de mon index droit, ici, c'est l'époque actuelle. Donc ça veut dire que quand vous faites tout ça, ça représente l'histoire de la Terre depuis ses débuts. Alors à partir de là, on peut reporter sur ce geste toutes sortes d'époques. Mais je vais en garder que 3. La première, c'est la vie, le début de la vie. Alors pour donner des chiffres, la Terre a 4,5 milliards d'années. Ce qu'on sait actuellement du début du vivant, c'est à peu près 3,8 milliards d'années. Sur ce geste-là, pour avoir le début de la vie, vous partez de là et c'est le coude, ici, du bras gauche. Alors maintenant, vous pouvez vous demander les premiers mammifères. Quand ont commencé les premiers mammifères? Eh bien, vous partez de là, vous faites tout ça, tout ça, et vous arrivez au poignet du bras droit. Évidemment, c'est approximatif, mais ça donne une bonne idée. Et si maintenant vous voulez savoir quand sont apparus sur la Terre les premiers hominidés. Donc les hominidés, ce sont les êtres vivants qui ont commencé à marcher sur 2 jambes. Eh bien, vous faites tout ça, et vous arrivez à la petite partie blanche du bout de l'ongle de votre index droit. Donc ça, ce sont les premiers hominidés, Lucie, Toumaï, enfin les squelettes qui ont été retrouvés. Évidemment, si vous pensez à l'humanité sapiens sapiens, l'humanité consciente, l'humanité technologique qui est la nôtre, je n'ai pas besoin de faire d'un geste, c'est absolument minuscule. Et vous voyez bien que le temps qui s'est écoulé depuis qu'on a l'évolution technologique, c'est rien comparé à l'histoire de la Terre. Rien en temps. Et quand la Terre est née, l'univers avait déjà 2 fois cet âge-là. Voilà, ça replace un petit peu notre situation d'êtres humains actuellement par rapport à toute cette histoire. Alors en image, je vous montre ici des aéroplanes, les premiers aéroplanes qui n'ont jamais existé, qui étaient à la fin du 19e siècle. Alors il y a d'abord eu le moteur à explosion, la première automobile. Ça, c'est important, hein, parce qu'on allait à cheval depuis les temps préhistoriques jusqu'à cette époque-là. Et là, il y a eu la première automobile. Et très peu de temps après, les premiers aéroplanes. Alors là, vous avez l'avion 3 de Clément Ader. Clément Ader, qui était donc un Français, c'est lui qui a inventé le mot avion. Et l'avion 3, c'était le 3e exemplaire. C'est le premier à avoir volé, un tout petit peu. Le Flyer des frères Wright, des Américains, qui ont aussi fait voler un aéroplane. Alors là, mettez-vous à la place de ces gens-là. En fait, ils regardaient les traces des aéroplanes sur le sol. Et quand il n'y avait plus de traces pendant quelques mètres, ils disaient « il a volé ». Et en fait, ils avaient volé de 1 mètre peut-être au-dessus du sol. Et alors, ce que je trouve fabuleux, là, je vous demande de vous mettre à la place de ces gens-là, et qui se projetaient dans le futur. Est-ce que vous pouvez imaginer si ces gens-là, même en étant complètement fous, est-ce qu'ils auraient pu imaginer, eux, que 70 ans plus tard, on allait sur la Lune? Alors ça, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment une période exceptionnelle de l'histoire de l'humanité.
Alors, aller sur la Lune, et puis on envoie des tas de sondes spatiales, on va en parler beaucoup, on va parler des visites sur Mars et tout ça. Là, je vous montre une image de la sonde prise par la sonde spatiale Cassini. Donc là, vous êtes au voisinage de Saturne, à bord de la mission Cassini, et ce que vous voyez aussi au bout du petit point, au bout de la flèche, ici, le petit point ici, le petit point bleu, c'est la Terre, c'est nous. Donc, c'est le fait d'aller dans l'espace, il y a énormément de répercussions, mais par rapport à l'image que l'humanité a d'elle-même, je pense qu'on n'est plus du tout les mêmes si on imagine qu'on est là, sur ce petit point bleu dans l'espace, par rapport à ce qu'on imaginait il y a longtemps, quand on pensait la Terre centre du monde et que les étoiles tournaient autour de nous. Je vais vous parler un petit peu de l'atmosphère de la Terre, parce que là, il y a quand même quelque chose qui est très, très interpellant par rapport à l'être humain. L'être humain par rapport à l'espace et aussi l'importance d'aller dans l'espace pour mieux comprendre l'univers. C'est un schéma qui vous montre l'ensemble des rayonnements électromagnétiques. Ce que cette image vous montre, c'est la manière qu'a l'atmosphère terrestre d'absorber les rayonnements qui viennent du ciel, de les empêcher de venir jusqu'au sol. Et heureusement, parce que s'ils arrivaient jusqu'au sol, on ne pourrait pas exister. On serait détruit par les rayons X, les rayons gamma, donc heureusement que l'atmosphère terrestre les arrête. Donc ce que vous avez ici, ce sont les kilomètres au-dessus du sol. C'est en gros la hauteur à laquelle il faut aller au-dessus du sol pour pouvoir recevoir les rayonnements du ciel dans cette longueur d'onde-là. Par exemple, si vous voulez observer le ciel en rayons gamma, il faut aller au moins à 20, 40 km au-dessus du sol. Si vous voulez observer en ultraviolet, il faut aller à 140 km au-dessus du sol. Ça veut dire l'espace. Donc en fait, le fait d'aller dans l'espace, d'envoyer des instruments dans l'espace, ça permet d'observer le ciel dans tous ces rayonnements qui n'arrivent pas jusqu'au sol. Alors qu'est-ce qui arrive jusqu'au sol? Eh bien, il y a tout le domaine des ondes radioélectriques qui sont observées par les antennes, les radiotélescopes. Mais je vais me focaliser un petit peu sur ce qu'on appelle la fenêtre visible, parce que vous voyez que cette petite zone-là, où il y a des rayonnements, où les rayonnements qui viennent de l'espace peuvent arriver jusqu'au sol, ça veut dire que l'atmosphère terrestre est ajustée pour laisser passer les rayonnements que nos yeux sont capables de voir. Ou alors, nos yeux se sont ajustés pour voir les rayonnements que l'atmosphère terrestre laisse passer comme vous voulez. Mais ça veut dire que si on n'avait pas des yeux ajustés là pour voir justement ce domaine de longueur d'onde, on vivrait toujours comme aujourd'hui dans le brouillard, on ne verrait jamais les étoiles, on ne verrait pas le ciel, donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, ça n'existerait pas, ce n'est pas la peine, parce qu'on n'aurait jamais eu l'idée que ça existait. Donc c'est quand même assez fabuleux. Et puis il y a le soleil. Le soleil rayonne dans le rayonnement visible à nos yeux. Le maximum d'énergie solaire est au milieu ici, la région vert-jaune. Donc ça veut dire que l'atmosphère terrestre s'est ajustée pour laisser passer le rayonnement solaire et que nos yeux sont ajustés pour le voir. C'est quand même pas mal ça. Et pour terminer, on peut parler de l'effet de serre, parce qu'on peut très facilement en parler à partir de là. Vous avez le rayonnement solaire qui arrive jusqu'au sol, qui chauffe la Terre. Et la Terre qui chauffe réémet une partie du rayonnement, et en particulier dans l'infrarouge, mais dans l'infrarouge, ça ne ressort pas. Parce que ça marche dans les deux sens. L'infrarouge n'arrive pas jusqu'au sol et il ne ressort pas. Donc ça chauffe. C'est ça l'effet de serre. Donc voilà, alors maintenant, on passe à Mars, on va étudier Mars, on va sur Mars pour essayer de mieux comprendre ce que c'est que la planète Mars et son histoire, et en particulier la vie. Parce que ce qui nous intéresse sur Mars, c'est de voir s'il y a de la vie maintenant. Il n'y a pas l'air d'en avoir, mais peut-être qu'on n'est pas allé encore au bout, peut-être qu'on va en trouver. Est-ce qu'il y a eu de la vie dans le premier milliard d'années de Mars, une vie qui aurait disparu? Tout ça nous intéresse beaucoup, parce que la vie ailleurs, ça nous permet de mieux comprendre aussi la vie chez nous. Alors, il y a des robots, des rovers. Donc ça, c'est le rover Curiosity qui se promène sur Mars, qui étudie le sol de Mars. C'est une maquette, ça. Et puis là, vous avez, c'est pas la maquette, ça, c'est plus une maquette, c'est la réalité du sol martien. La caméra qui s'est retournée pour voir les traces du rover Curiosity sur le sol, donc la trace des pneus. Bon, il y a des tas de paysages sur Mars, mais là, je trouve que c'est assez impressionnant parce qu'on est sur la planète, quoi, par l'intermédiaire du rover. Et puis, ça reboucle un petit peu avec mes histoires du début, des aéroplanes, quand on regardait les traces sur le sol. Et ben, on en est loin maintenant, très loin, et pourtant, ça fait même pas un siècle. On en est très loin, et maintenant, on regarde les traces du rover Curiosity sur Mars.